Quel plaisir et bonne surprise de voir mon livre à la devanture de cette belle librairie. Livre consacré aux affiches du cinéma fantastique que je fis pour Henri Verrier dans les années 1980, qui fut le premier vrai livre consacré donc aux affiches du cinéma fantastique, donc à part quelques fascicules américains parus auparavant. Alors, ça, c'est le fameux Midi Mini Fantastique numéro 8, paru en janvier 64, qui parle justement de ces films qui dérivent, de ces films que j'ai cités, Crime au musée des horreurs, Le cirque des horreurs, Jacques l'Éventreur, L'impasse aux violences, et Le sang du vampire, qui sont vraiment des applications cinématographiques des thèmes du Grand Guignol. Numéro d'ailleurs qui eut un destin un petit peu étrange, puisque il fut rapidement épuisé, et pour cause, parce que la police avait fait savoir à l'époque à Losfeld que la revue devait être interdite. Parce qu'il y a quand même des choses à lire, je veux dire. J'ai bien disséqué le truc, il y a quand même, je me suis rendu compte en disséquant que c'était autre chose que l'idée que j'en avais. Tu vois ? Hein ? Ouais, j'ai approfondi. Et c'était autre chose. C'était autre chose, et je ne me rendais pas compte que ça pouvait être aussi excessif. Qu'est-ce que La violence. Hein ? La violence. Dans les origines du Grand Guignol, du contexte géographique, non, hein, et des cabarets qu'il y avait, il y en avait 3-4, quoi, des cabarets qui étaient, dirons-nous, dans la même tonalité. Donc il faut dire que il faut quand même repenser, ça c'est important, qu'à l'époque, bon, le Pigalle de l'époque n'est pas le Pigalle d'aujourd'hui, ni celui des années 60, etc. C'était un quartier qui était vraiment mal famé et très peu sûr. Donc déjà, le fait d'aller au Grand Guignol, c'était une démarche qui nécessitait un certain courage. Et souvent les gens qui n'étaient pas du quartier avaient peur de se faire agresser, parce que c'était un quartier fréquenté par les voyous, et on pouvait recevoir un coup de couteau assez facilement. Bon, alors ce quartier l'environnement était déjà idéal pour que ce théâtre puisse éclore. Bon, parce qu'il y avait les cabarets qui étaient très spéciaux. Il y avait déjà le fameux cabaret Le Néant, qui avait été fondé en 1894, qui était lui donc juste à côté de la place Pigalle, qui était un cabaret où l'on pouvait dîner. Il y avait plusieurs salles. C'était un décor mortuaire, macabre, funéraire, avec des squelettes. On buvait dans des espèces de tasses qui étaient des crânes. Il y avait des trucages. Comme le système du fantôme de Pepper, qui était basé sur les illusions optiques, et ce que reprend le Grand Guignol après, d'ailleurs, d'une certaine manière, parce que le Grand Guignol va reprendre le système qui était un peu proche pour simuler la décomposition d'un corps humain. Le fantôme de Pepper, c'était donc une idée de l'illusionniste d'Orville, qui était donc un trucage avec un système de projection. Bon. Alors, faut dire que ce néant a eu beaucoup de succès. C'est très particulier. Il y avait c'était un spectacle à la fois. C'est-à-dire c'est un spectacle. C'est-à-dire il y avait un spectacle qui était très morbide, et on déjeunait, on dînait. C'était pour s'encanailler aussi. Et puis il faut dire qu'à le reste du néant, ce qui est bizarre, comme quoi les choses parfois dans l'histoire, elles ont finalement un tracé qui est logique. À l'adresse du néant, il y a eu après le cinéma Le Scarlett.
qui lui programmait des films fantastiques et érotiques en stéréo avec le midi-minuit. Bon. C'est aux années 60. Et aujourd'hui, c'est devenu un sauna libertin qui s'appelle le Moon City. Donc, à cette adresse, il y a toujours eu, finalement, dans le temps, enfin, il y a toujours eu une connotation un peu érotique, fantastique, etc., morbide. Il y a toujours eu un truc comme ça. Bon. Il y a eu également le ciel et l'enfer, qui était non loin de là, où il y a eu un défilé de Christian Dior, quand même, à l'époque. Bon, c'est pareil. Il y avait, donc ils étaient côte à côte, hein. Donc les gens, finalement, qui fréquentaient l'enfer, allaient après au ciel, ou vice-versa. On passait d'un à l'autre. Donc c'était une habile manipulation commerciale également pour faire tourner la boutique. Bon. C'était basé sur le même principe, hein. Bon. Alors là, c'était près de la place Blanche. Hein. Bon. Il y a eu le théâtre des Deux Masques, qui lui a fonctionné dès 1905 à 1924, qui était rue Fontaine, donc pareil, donc non loin du Grand Guignol. À l'endroit, c'est devenu le Bus Palladium après, le célèbre boîte, hein, le Bus Palladium. Et c'est Jules Berry qui était comme acteur régulier. Ouais, Jules Berry. Et il y a même eu avant ça un théâtre érotique, dont j'ai aucun élément, qui passait également des spectacles un peu violents, qui était rue de la Santé et qui a pris naissance en 1799 et qui a fermé en 1877. Un théâtre érotique, faut le faire. Déjà en 1799. Alors, d'abord, il faut dire que le Grand Guignol, c'est un phénomène purement français. Et c'est un phénomène purement français qui sera récupéré ultérieurement par les Américains, mais c'est un phénomène purement français qui est l'œuvre de trois personnes. Alors, trois personnes qui sont des dramaturges, hein, de talent. Alors, on a Oscar Métainier, on a André Delorde et Max Moret. Et ces trois personnes, l'alchimie de ces trois personnes va composer ce que va être le Grand Guignol. Alors, le Grand Guignol, donc il est né le 13 avril 1897 et il va s'éteindre donc le 5 janvier 1963. Donc il y a quand même une période assez longue dans laquelle il va prospérer, mais également agoniser. Bon. Alors déjà, la première chose, c'est de s'interroger sur l'appellation. Pourquoi le Grand Guignol? Parce que le Grand Guignol, c'est l'addition, c'est la somme d'un adjectif et d'un nom. L'adjectif grand et le nom Guignol. Bon, alors pourquoi le Grand Guignol? Ça peut paraître assez bizarre de dénommer un théâtre qui sera le théâtre de l'horreur par le terme Grand Guignol. Alors, l'explication, elle est simple et difficile à la fois. Grand Guignol parce que on fait référence au personnage de Guignol, à la petite marionnette au bâton, donc qui est un personnage subversif puisqu'il frappe le gendarme. Donc, nous avons affaire à un personnage qui joue avec la censure, qui la provoque, et nous avons affaire également à un personnage, à un Guignol qui a grandi. Donc, comme le définissait donc son fondateur, Oscar Métainier. Donc, un Guignol qui a grandi, donc ce qui veut dire, c'est un Guignol pour les grands. Guignol, le personnage de Guignol, la marionnette, était subversive et excessive. D'ailleurs, il faut savoir que ce petit personnage, à l'époque, a eu beaucoup de problèmes avec la censure, parce que, l'ordre établi n'aimait pas trop que l'on bastonne un gendarme. Et le Grand Guignol, lui, va pousser la censure jusque dans ses retraits, en affichant un spectacle qui va être, dirons-nous, très provocateur, très excessif dans la violence. Moi, je dirais que le Grand Guignol est né des obsessions et des névroses de Métainier et de Delorde. À savoir ces deux personnes, Delorde était fils de médecin.
Bon. Et tout enfant, on l'obligea, son père qui était médecin, donc l'obligea, c'est pas très pédagogique, c'est pas très gentil non plus, bon, l'obligea à se familiariser avec la mort en allant faire le constat des décédés. Et puis il l'obligea à faire, lorsque la grand-mère passa à trépas, il l'obligea donc à veiller le cadavre et à faire sa dernière toilette. Donc, notre Delord fut traumatisé à jamais, visiblement, et il fut attiré par la mort, d'une manière un peu une névrose, quoi. Bon. Mais Ténier, lui, bon, c'est à peu près le même problème. Bon, il était secrétaire d'un commissariat, et il était ce qu'on appelle l'homme à tout faire du commissaire. À savoir, le commissaire ne voulait pas se déplacer pour aller assister les derniers moments des condamnés à mort. Donc il envoyait son homme à tout faire, donc au pied de la guillotine, pour voir les exécutions et constater les exécutions. Et donc Métainier fut donc très familiarisé. Il y a eu une sorte de peut-être de névrose avec tous ces spectacles qu'il allait voir, les décapitations. Bon. Et puis il développa un intérêt un peu étrange, qu'on peut dire quasi scientifique, pour les mœurs des bas-fonds parisiens. Donc on a ces deux personnes qui ont développé, suite à peut-être des névroses qu'ils ont eu, des obsessions, une attirance pour ce qui était morbide. Voilà. Donc le Grand Guignol, il est né de ça. Moi, je dirais qu'il est né finalement des névroses de ces deux personnes et de leurs obsessions. Ce qui parle le mieux, ce sont les titres des pièces. Ce sont les titres des pièces. Ça, bon, j'en sais quelques-unes. La dernière torture, Un concert chez les fous, le laboratoire des hallucinations, le château de la mort lente, La Trosse volupté, Jacques l'Éventreur, le marquis de Sade, Jean les supplices, bon, etc. Les coupeurs de tête, Un réveillon au Père-Lachaise. Bon. Alors, ces pièces étaient visiblement très violentes. Il faut dire que le Grand Guignol, c'est ce qui a généré c'est le gore. Le gore au cinéma est venu par le Grand Guignol. C'est ça qui est important. Alors, la grande interprète du Grand Guignol, ça a été Paula Maxa, de son vrai nom, Marie-Thérèse Beau. C'est une femme libérée, provocatrice pour l'époque, hein, qui a sévi au Grand Guignol de 1917 à 1933. Bon. Donc, quand elle est rentrée au Grand Guignol, elle avait 25 ans. Alors, ce que je vais dire évoque cette violence. Elle a été mise à mort sur les planches du théâtre 30 000 fois. Combien? 30 000. 30 000 fois. C'est-à-dire qu'il y a eu 30 000 représentations. Voilà, elle a été mise à mort 30 000 fois de 1917 à 1933. Son surnom, c'est la femme la plus assassinée du monde. D'ailleurs, ça a donné naissance à un film biographique que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui a été fait en 2018 et qui porte ce titre. Alors, ces surnoms parlent de ça: la princesse du sang, la dame du Père-Lachaise, la prêtresse de l'horreur et du vice, la morte vivante, la Sarah Bernard de l'impasse Chaptal, la Rachel de tous les martyrs et la femme la plus assassinée du monde. Bon, alors alors là, j'ai dû réduire, hein, parce que la liste, elle est comme ça. Alors le cinéma, finalement, comme toujours, c'est pas le cinéma français qui a récupéré le Grand Guignol. C'est les Américains. En 1960, c'est un dénommé Herschel Gordon Lewis, qui visiblement a été marqué par le Grand Guignol et qui s'est dit, moi je vais en faire quelque chose. Et il a fait deux films qui sont devenus deux films cultes, qui s'appellent 2000 maniaques et Orgie sanglante, Bloodfist. Et ces deux films, évidemment, n'ont jamais été distribués en France, de par leur violence, mais par contre, le système américain permettait de les exploiter, hein, puisqu'ils avaient un système, de toute manière, commercial et de censure qui était radicalement différent du nôtre. Bon.
Donc c'est ces deux films qui ont récupéré le gore, parce que ces deux films sont les deux premiers films gore du cinéma, et ça vient du Grand Guignol. Le Grand Guignol, c'est l'origine du gore. Alors après, évidemment, il y a eu les Anglais qui, eux, avec la Hammer, ont commencé dirons-nous, à mettre un peu plus de sang, et ça a marché avec Terence Fisher, avec Frankenstein s'est échappé, le cauchemar de Dracula. Bon, Cauchemar de Dracula qui a eu un grand succès au midi minuit. Bon, c'est des films qui ont bien marché. Bon, et puis il y a eu cette il y a eu cette branche anglaise qui était bon plus dévergondée que la Hammer Film. Il y a eu quelques films, je vais les citer. Il y a eu Le sang du vampire, il y a eu Crimes et les horreurs, Le cirque des horreurs, L'impasse aux violences et Jacques l'Éventreur. Ces deux films, ces 5 films se situent entre 58 et 60, donc qui reprenaient un peu, pas aussi sanguinolent, mais qui reprenait les arguments du Grand Guignol, à savoir les faits divers avec Jacques l'Éventreur et l'impasse aux violences qui étaient les voleurs de cadavres, les trafiquants de cadavres, et puis les horreurs médicales avec le sang du vampire, le cirque des horreurs et les fous meurtriers avec le crime au musée des horreurs. Voilà. Et le cinéma français? Alors le cinéma français, lui, il y a eu quand même, Georges Franju, qui lui a filmé, alors je ne vais pas dire adapté parce qu'il y a un mystère là-dessus, bon, qui lui a fait Les yeux sans visage, où c'est quand même le premier film français et le premier film après, dirons-nous, les deux films américains de Herschel Gordon Lewis, où l'on montrait une séquence gore. Alors, séquence gore, à savoir la décollation du masque dermique, la fameuse opération pratiquée par Brasseur sur l'infortunée fille pour redonner un visage donc à sa fille défigurée. Bon, et cette scène, c'était du Grand Guignol. D'abord le Grand Guignol a repris cette pièce. Ce titre fit la dernière affiche du Grand Guignol en 62.